paroles saintes de l'Évangile. Dans le dernier chapitre, sur les fondations de l'abbaye, une énigme écrite en vers semble annoncer des catastrophes futures. À sa lecture, Gargantua conclut à la permanence de la vérité divine et que seuls les élus seront épargnés. Frère Jean, plus simple, y voit une description chiffrée du jeu de paume. À quelques années près, il est impossible de dire à quelle date est né François Rabelais. Mais 1494, à la métairie de la Devinière en Touraine, semble être un repère assez juste. C'est parce qu'il suit des études de théologie et qu'il s'initie à l'hellénisme, qui est l'étude de la civilisation grecque antique, que l'on peut retrouver des traces précises de François Rabelais. En effet, il est frère prêcheur à l'abbaye de Fontenay-le-Comte, en Vendée, en 1520. Ses premiers écrits datent de cette période, où il entretenait une correspondance tantôt en grec, tantôt en latin et tantôt en français, avec Guillaume Budet, un ami humaniste. À cette époque, il commence une traduction des textes d'Hérodote. Hérodote est le premier historien grec, désigné par les anciens comme le père de l'histoire. Et les lettres échangées avec Guillaume Budet nous documentent sur le fait que Rabelais s'est fait confisquer ses livres. La Sorbonne interdit alors l'étude et la lecture des manuscrits originaux, suite à la traduction des textes grecs des évangiles faite par Érasme, qui estime que la foi ne peut être pratiquée qu'en ayant une vraie compréhension des Écritures. En 1524, Rabelais obtient du pape le droit de quitter l'ordre des franciscains et rejoint l'ordre des bénédictins dont les règles sont moins strictes et l'esprit plus ouvert. Il séjourne à Ligugé, près de Poitiers, et entre dès lors en contact avec de nombreux humanistes, ces intellectuels qui travaillent au renouveau des lettres par l'étude et la traduction des auteurs de l'Antiquité. Il va vite abandonner son état de moine et prendre l'habit de prêtre séculier qui lui permettra de vivre au milieu de ses concitoyens et de ne pas s'enfermer dans une vie communautaire. Entre 1528 et 1530, il va pouvoir fréquenter les universités de Bordeaux, Toulouse, Orléans et Paris, où il séjourne et commence des études de médecine. Il est condamné pour apostasie, qui signifie renoncer publiquement à des vœux ou à une religion. Puis, il a une liaison avec une femme dont on ne connaît pas grand-chose, si ce n'est qu'ils auront 2 enfants. En 1530, il décide de faire ses études à la faculté de médecine de Montpellier. Pendant ces années, il participe à des représentations comiques et joue avec quelques compagnons d'études. Il obtient très vite son diplôme et c'est en 1532 qu'il est nommé médecin à l'Hôtel-Dieu de Lyon. Dans cette ville, il fréquente beaucoup d'humanistes et échange une correspondance soutenue avec Érasme, l'intellectuel et écrivain hollandais, le maître spirituel des humanistes à cette époque. Rabelais est un sympathisant des évangélistes qui veulent épurer la religion catholique par un retour aux Écritures comme seul fondement du christianisme et qui désirent procéder à de nouvelles traductions et interprétations. C'est à Lyon, et sous le pseudonyme d'Elcoufribas Nazier, anagramme de François Rabelais, que paraît Pantagruel, son premier roman. Chronique truculente de la vie d'un géant aux appétits joyeux. Ce livre est condamné par la Sorbonne comme livre obscène. Il faut noter qu'en ces temps-là, la Sorbonne décide de la moralité et de la conformité des ouvrages publiés dans le royaume, car elle n'est ni plus ni moins que la faculté de théologie où l'on enseigne les principes dogmatiques de l'Église. En 1534, il publie Gargantua, père de Pantagruel, sous le même pseudonyme. Ce livre connaît un grand succès populaire, mais est également condamné. Rabelais remplit son œuvre de référence humaniste et donne une critique de l'Église. Gargantua est beaucoup plus qu'une histoire comique de géant. Protégé par le cardinal Jean du Bellay, François Rabelais quitte Lyon et part pour Rome, ville qu'il retrouvera à plusieurs reprises. Berceau de l'Antiquité, Rome lui donne l'occasion d'approfondir et de nourrir sa curiosité d'intellectuel et d'homme de la Renaissance.
Il obtiendra... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.